nous ce soir. Peut-être vous pouvez expliquer un petit peu quelle est la situation en Suisse euh, au niveau du système alimentaire, de la politique agricole. Mhm. Bon, bonsoir à toutes et à tous. On ne vous voit pas, on n'est pas dans un débat dans une salle. Il faut imaginer un public qui est concentré là dans la petite boîte noire de l'ordinateur. Voilà, je vous salue. Mais préalablement, j'aimerais dire que je suis entièrement d'accord avec les déclarations de Kibron. La situation qu'il évoque, qu'il décrit, les problèmes auxquels la région où il travaille, nous sommes en Afrique, ben voilà, il y a des dénominateurs communs, c'est le système commercial mondial pour l'alimentation, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Voilà, donc en ce qui concerne la justice climatique, je pense que très rapidement, on peut tomber d'accord avec celles et ceux qui, compte tenu de l'histoire, de la très inégale répartition des moyens de production, de la formation, de l'accès aux semences, il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres. Et dans cette histoire de l'injustice mondiale qui sévit depuis déjà un certain nombre de siècles, bien là, on retrouve cette inéquité économique, sociale, de formation par rapport à la problématique du dérèglement climatique. La situation en Suisse, ben, c'est la situation d'un pays riche qui n'a pas connu la guerre depuis fort longtemps, avec une population agricole très attachée à son agriculture. On est quasi tous encore petites filles, petits-fils d'une famille paysanne, et on voit que dans les manifestations populaires, lorsque les paysans, les paysannes invitent des gens à la ferme pour visiter, les gens viennent. Lorsqu'il y a une désalpe ou une inalpe, les gens sont là aussi. Et les brunchs du 1er août, où on peut aller déguster les produits préparés par les familles paysannes, et bien là aussi, les gens sont présents. Alors, cette réalité-là pourrait nous faire penser que finalement, cette Suisse, elle passe à côté des problématiques de fond liées à l'agriculture. Ben, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes aussi étroitement liés au productivisme, à l'intensification. On est un pays quand même qui abrite un certain nombre de firmes, de multinationales, de l'agrochimie, de l'agro-industrie. Voilà, c'est une des explications. Puis l'autre aussi, alors elle est historique, je pense à l'Europe. Après la dernière guerre mondiale, c'était la disette, la problématique de savoir comment on allait nourrir la population. Et les paysans, la grande angoisse aussi, c'était de dire mais comment on va réussir nos récoltes par rapport à cet effort fondamental, profond qu'il faut faire pour ravitailler la population. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'en l'espace de 30-40 ans, on a passé de la disette à la gestion des excédents. Alors, c'est la mécanisation, c'est le développement de l'agrochimie, c'est le développement des engrais de synthèse, c'est aussi le savoir-faire des paysans, c'était surtout des paysans à l'époque qui menaient la barque. Maintenant, heureusement, ça se répartit un peu mieux. Et on a réussi, oui, en l'espace de 40 ans, à ravitailler la population en suffisance, même des fois en excès, puisque je parlais de la gestion des excédents. Et pendant toute cette période, au fond, qu'on peut comprendre cette course vers à la nourriture, à produire de la nourriture, mais on n'a pas examiné le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, ça a été dit par Kibron, c'est aussi la perte de la biodiversité. Elle est chez nous. On perd encore maintenant, chaque année, de la biodiversité. Et on sait que la biodiversité, c'est étroitement lié à une agriculture écologique, durable, qui respecte l'environnement. Et on a beaucoup de peine, même si on a tous les scientifiques qui travaillent sérieusement, des rapports multiples, réguliers concernant l'évolution de la biodiversité ou la fertilité des sols ou l'évolution des vers de terre dans les sols, eh bien, la décision politique pour changer l'orientation, elle reste à la périphérie du noyau dur. On fait des surfaces de compensation écologique, mais il nous faut maintenant introduire, intégrer
la durabilité dans l'acte de production dans tous les secteurs de production. Il y a un gros travail à réaliser, mais les outils sont là, les moyens financiers sont là, les experts sont là, nombreux, c'est la décision politique qui manque. Et je trouve que c'est assez surprenant que de la part d'un pays comme la Suisse, qui est riche, qui met chaque année 2,8 milliards de paiements directs, une rémunération directe à l'agriculture, ça a été voulu ainsi politiquement, n'arrive pas à prendre une décision de transition forte vers la durabilité et être pour l'ensemble des agricultures, qu'elles soient du nord ou du sud, une des références fortes où ce pays passe de l'agrochimie à l'agroécologie, à l'agriculture durable, parce qu'aujourd'hui, même la FAO le dit, c'est cette agriculture-là qui va apporter, garantir la nourriture de demain et des journées qui vont suivre, des années qui vont suivre à la population. Résume en disant, il faut un rapport équilibré entre la surface cultivée et le nombre de personnes actives. Ce rapport, il varie si on est dans l'élevage, polyculture, si on est dans des cultures spéciales comme la viticulture, le maraîchage ou la production de fruits, où il faut plus de gens, plus de monde. Et cette présence des femmes et des hommes dans l'activité de produire des denrées alimentaires, elle est indispensable pour réussir la transition. On a malheureusement, durant ces périodes d'euphorie qui nous a amenés dans cette impasse qui est décrite ce soir, on a considéré l'acte de produire des denrées alimentaires, l'acte d'élever du bétail comme un thème industriel. Et ce n'est pas possible d'appliquer les raisonnements, les objectifs, les outils de l'industrie au règne vivant, qui est le végétal et l'animal. Je termine par quelques considérations sur l'Organisation mondiale du commerce. Lors du débat que nous avons eu il y a 3-4 ans maintenant sur l'initiative de la souveraineté alimentaire, Unitaire disait on définit des modes de production durables. Alors, ils varient d'une région à l'autre, d'un continent à l'autre. Ça dépend aussi de l'évolution de la paysannerie, du nombre qui est encore actif. Ça dépend aussi du savoir-faire ancestral des populations paysannes. Mais on se met d'accord pour dire qu'il y a un dénominateur commun, c'est produire un maximum de denrées alimentaires diversifiées dans des pratiques culturelles durables pour la population locale. Et quand je dis local, ça peut être plusieurs cantons, ça peut être une région, plusieurs régions, ça peut être transfrontalier. Le marché, lui, il est au service des populations pour venir, pour apporter, pour commercialiser des denrées alimentaires qui manquent, pour éviter la sous-alimentation ou la mauvaise alimentation. Malheureusement, le commerce mondial international, au lieu d'être au service d'un objectif magnifique, fort, qui a une répercussion forte pour l'avenir de l'humanité en matière aussi de paix, eh bien, il est devenu, lui, le principal organisateur de nos sociétés. Et il faut dès maintenant que les politiques, les organisations internationales reprennent en main le contrôle du marché des denrées alimentaires avec ce principe de base de la proximité. Et ce qui manque, on fait appel au marché. Le marché ne doit pas être le principal organisateur de nos sociétés, le marché doit être au service d'un projet commun pour que chacune et chacun mange à sa faim. Merci beaucoup, Fernand, pour